tothom. El meu nom és Gemma López i en nom de Caixa Fòrum Macaya i de la Fundació La Caixa us dono la benvinguda. Avui us presentem el cicle d'activitats Supremacismes. Aquest cicle està coorganitzat amb l'Observatori Social de la Fundació La Caixa i la Maleta de Portbou. A través de conferències i trobades programades fins al dia 11 de desembre, reflexionarem sobre les diverses situacions en les que un grup d'individus s'ha imposat per la via de la segregació a altres col·lectius. Gràcies per la vostra confiança i per la vostra assistència. Recordar-vos també que teniu tota la informació de les nostres activitats al web de Caixa Fòrum Macaya. I cedeixo la paraula al senyor Josep Ramoneda, filòsof, periodista i director de l'Escola Europea d'Humanitats. Moltes gràcies. Moltes gràcies per acollir-nos una temporada més i moltes gràcies a tots vosaltres per estar aquí. Comencem un curs, sempre té alguna cosa d'inquietant. Tornem a començar, a mig any ja hi ha un ritme, ja hi ha un hàbit, ara tot sembla que torni a ser una mica nou, no? Efectivament, com s'acaba de dir, el tema d'aquest any és els supremacismes. Intentarem fer un panorama a través de totes aquelles construccions entre culturals, polítiques, religioses i tantes coses i tants factors més que han articulat el món i han generat uns tipus de supremacies que han acabat sovint dominant la societat, supremacies, moltes d'elles molt conegudes, possiblement en aquest moment la del masclisme és la que està més present en l'escena, no? Però en tot cas totes elles o moltes de les que sortirem per aquí segueixen operant i segueixen tenint una rellevància en la construcció, en el control i en l'organització de les nostres societats. Per començar aquest cicle hem invitat a Alexandre Lacroix. Alexandre Lacroix, que entre altres coses una afinitat amb nosaltres, que és que ell dirigeix una revista de pensament, Philosophy Magazine, que existeix ja des de fa molts anys a París i que en part és un referent de la nostra activitat aquí. És escriptor i és filòsof, és professor també, a més de dirigir Philosophy Magazine, és professor també a Sciences Po. Ell és dels creadors d'una escola d'escriptura que se'n diu Les Mots, les paraules, i ha publicat molts llibres, entre altres un que gira al voltant d'aquest tema, que és el tema de la conversa d'avui, com no ser esclau del sistema. Hi ha moltes interrogants i moltes qüestions que ens condueixen en aquest punt, no? Del règim de separació de la primera modernitat a la modernitat connectiva que ens està canviant i està canviant moltes coses, no? Del capitalisme industrial al capitalisme financer i digital, de la postguerra de l'estat del benestar al neoliberalisme, que tantes coses ha canviat. Què podem refer per anar construint un futur entre nosaltres, per devenir uns subjectes, és a dir, ciutadans de ple, per sentir-nos amb una relació, no diré més còmoda perquè és impossible, però sí més nostra, més pròpia en la construcció del futur que ve. Aquesta és la idea d'avui, una mirada del passat cap al futur, que és una de les lògiques que acompanyaran les reflexions d'aquest temps, sempre pensant en l'optimització, si es pot dir així, de la condició humana, és de que siguem més lliures i més conscients de nosaltres mateixos. Res més, li agraeixo molt a Alexandre Lacroix la seva presència i voilà, c'est ton tour. Merci. Bonsoir. Bonsoir à tous. Je vais m'exprimer en français. Merci pour votre présence. Merci à tous. Je suis vraiment très touché que vous ayez eu la curiosité de faire le déplacement. Je remercie évidemment Josep pour cette
invitation et cette invitation et ce soutien de la Maleta de Portbou, ainsi que les éditeurs de Harpa Editores qui sont présents ici, avec qui a commencé une belle aventure il y a 1 an, puisque Comment ne pas être esclave du système, et le 2e essai qu'ils traduisent, et voilà, et donc c'est un éditeur plein de dynamisme, et vraiment je suis reconnaissant de cette possibilité d'échanger avec vous ce soir et avec le public de Barcelone. Voilà, je considère que c'est un grand privilège que d'être là. Alors, je vais vous présenter quelques idées pendant, on va dire, 3/4 d'heure, avant d'ouvrir la discussion avec Joseph, puis avec la salle. Et c'est vrai que vous allez peut-être être un peu étonné par ma démarche. Comment ne pas être esclave du système, c'est évidemment un livre, un essai de philosophie politique. Il a ceci d'un peu particulier que je me méfie, et je le dis d'entrée de jeu, de la posture que prennent parfois les philosophes qui font de la philosophie politique. Ça va le rythme auquel je parle, la traduction simultanée, ça se passe bien. Je cherche un... ouais. Je me méfie d'une attitude qui consiste en fait à penser soit une utopie, c'est-à-dire un modèle de société qui serait idéal, soit de très grandes réformes. Comme si dans son imaginaire ou dans son fantasme, le philosophe se positionnait spontanément comme le conseiller des puissants, le conseiller des princes. Alors il est vrai que les philosophes ont été longtemps pensionnés par l'aristocratie, avant de l'être par l'État, mais il y a quand même cette idée qui reste très inscrite dans l'imaginaire philosophique des philosophes, qu'ils sont là pour poser la structure, les principes fondateurs de la société. Et ça peut donner, selon moi, des situations un petit peu comiques. Je vais vous raconter une anecdote. Un jour, je discute avec un philosophe et sociologue français, dont je vais taire le nom, qui est très documenté sur l'impact des écrans sur la jeunesse. Et vraiment, la discussion est passionnante parce qu'il sait beaucoup de choses sur le sujet et il m'en parle longuement sur les méfaits des écrans et de l'addiction aux écrans sur les jeunes. Bon. Et puis, à un moment, il dit « Mais moi, j'ai la solution ». Alors là, je me dis « Enfin, un philosophe qui propose ». Et il dit « Oui, j'ai la solution, il suffit de renverser le capitalisme ». Ça me paraît une forme de paresse. J'ai regardé en me taisant, un peu surpris, comme ça. Non, il était tout à fait sérieux. Sa solution à lui, c'est un peu la même que celle de Naomi Klein quand elle parle du climat ou de la crise écologique. Il suffit de renverser le capitalisme. Bon, c'est une manière de voir qui m'intéresse pas tellement. En fait, j'ai l'impression que mes étudiants, par exemple, mais aussi les gens qui sont dans la salle ce soir, sont sur un niveau d'urgence bien plus grand. Ils veulent trouver un sens à leur vie. Ils veulent savoir ce qu'ils vont faire et comment ils vont conduire leur action dans la société telle qu'elle est. Et la philosophie politique devrait servir à ça. Et donc, certes, on peut attendre le grand soir, on peut attendre un éventuel changement de modèle, il y aura peut-être un changement de modèle, mais d'ici là, il faut bien agir, il faut faire des choix. Et je dirais que rien n'est plus pernicieux que d'inscrire dans la tête des gens que soit ils se mettent complètement en dehors du système de production et de consommation actuel, ils deviendraient poètes ou fermiers ou guérilleros, mais ils seraient complètement en dehors, soit ils seraient complètement corrompus par le système actuel en devenant les employés d'une multinationale. Moi, j'ai l'impression que c'est une manière très catholique de voir les choses, de diviser le monde entre les heureux et les damnés, et qu'en réalité, nos vies se situent dans un entre-deux. Et ce qui m'intéresse, au fond, c'est de trouver des conseils à donner à des jeunes qui vont devoir travailler dans des administrations et des entreprises avec lesquelles ils ne seront pas toujours d'accord. Qu'est-ce qu'on dit à celui qui doit payer un emprunt pour sa maison et sa voiture et qui travaille pour une entreprise avec laquelle il a des désaccords de fond ? Est-ce que ça veut dire qu'on est obligé de perdre son âme ? Moi, je ne le pense pas. Mais je pense qu'une responsabilité des philosophes est d'essayer de tenir un discours, qu'on peut mettre en acte, en fait. C'est-à-dire redonner de la puissance d'agir aux gens dans la vie telle qu'elle est et à l'intérieur de ce système. Donc, comment ne pas être esclave du système ? Ça n'est pas... Je ne vais pas vous dire comment renverser le système, je vais plutôt vous dire comment... C'est là que ça va vous surprendre, c'est de la philosophie politique, mais la question que je vais traiter, c'est comment se conduire individuellement à l'intérieur du système tel qu'il est. Voilà, ça peut vous surprendre un petit peu. On fait un peu le deuil d'une ambition révolutionnaire collective, mais néanmoins, c'est pour ajuster le regard sur ce qu'on peut faire. Alors, je voudrais, toujours un peu en préambule, préciser un petit peu le terme que j'emploie, le terme de système, parce que je ne sais pas si c'est pareil en Espagne, mais c'est un terme qui est parfois utilisé par les complotistes.
Donc c'est un terme piégé, le mot de système. Moi, c'est intentionnellement que je l'emploie, mais en même temps, il faut quand même préciser de quoi je parle. À mon sens, c'est assez précis, le système. C'est même très précis. Mais avant de vous expliquer ce que j'entends par là et comment je définis le mot de système dans mon essai, dans ce travail, je voulais vous faire réagir librement, si vous le voulez, sans attendre les questions, à cette image qui a été prise par un photographe français mais qui fait carrière aux États-Unis. Vous voyez un homme dans la rue, pris dans une bulle. Il me semble que cette image nous dit quelque chose sur le système, justement, mais qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'est-ce que vous y lisez? Qu'est-ce que vous voyez? Je dois pouvoir suivre ce que vous dites en espagnol ou en catalan. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Sembla que aquest senyor està aïllat de la resta. Oui, on sent un isolement, il est dans sa bulle. Est-ce que ça dit quelque chose du monde contemporain? Oui. Et oui, parce que pour la traduction simultanée... Les autres... Non, les autres... Vale. Bueno, els altres no el miren, no estableixen relació amb ell. Alors, effectivement, il fait l'expérience de la solitude en ville. Si vous allez vous promener en forêt ou dans la nature, vous pouvez être dans un lieu très isolé. Vous ne vous sentirez pas forcément isolé. Au contraire, vous vous sentirez au contact de la nature et du paysage. La ville crée un effet paradoxal d'avoir une foule de personnalités solitaires qui ne peuvent pas interagir parce qu'elles ne se connaissent pas ou parce qu'elles se méfient. Donc, très étrangement, la ville est à la fois un lieu où on est nombreux, mais où on ressent la solitude plus fortement. Mais il y a d'autres choses. D'ailleurs, dans l'image, en fond, vous voyez des téléphones portables, par exemple, et ils ne sont pas mis là par hasard. Au fond, ouais. Personne ne se parle à l'ère de la communication, en fait. On a des téléphones, mais personne ne se parle. J'ai entendu. Ah oui. Ah oui, en espagnol, ben oui, bien sûr. Vous m'avez entendu ou pas? Non, je disais simplement que personne ne se parle. Alors qu'on est à l'ère de la communication, qu'on voit les grands téléphones derrière, qu'effectivement, il y a du monde, mais personne ne communique. Ce personnage est dans sa bulle. C'était peut-être un peu notre situation pendant le confinement aussi. Chacun est derrière des écrans et prend des décisions professionnelles ou personnelles à travers ce qu'il perçoit du monde extérieur, sur toute une série d'écrans. Et c'est vrai que dans l'image, on voit que l'œil glisse de ces téléphones portables à cette bulle. On peut se demander si chacun n'est pas un peu dans sa bulle d'information. On peut aussi se demander si, en fait, tous les personnages n'ont pas une bulle. C'est-à-dire, on voit la bulle du personnage central, mais peut-être que les autres n'y font pas attention. Vous voyez, ils sont très indifférents. En fait, ils passent comme si de rien n'était, mais peut-être parce qu'eux-mêmes ont leur bulle. C'est une hypothèse qu'on peut faire sur cette image. Une dernière question, peut-être, ou une piste, l'expression du visage. Alors, c'est peut-être un peu petit, mais il a l'air heureux, ce bonhomme. La courbe des lèvres, vous la voyez? Non. Mais, oui, il tire un peu la tête. Peut-être un peu soberbe, c'est de la boule. C'est-à-dire soberbe. Il se croit isolé, mais il est isolé, mais son attitude, il semble un peu comme ça, à mon avis. Oui, c'est une remarque très juste, c'est-à-dire que cette bulle, c'est pas une cage. C'est quelque chose de doux, de souple, qui peut se casser. On a l'impression qu'il peut la vaincre, que ça dépend un peu de lui. Il n'est pas enfermé. Il y a peut-être quelque chose qui est volontaire, c'est peut-être même un peu agréable. Donc il y a quelque chose de doux dans la forme de la bulle. Et donc on peut se demander si on n'est pas là dans une forme d'aliénation volontaire ou une manière d'être qui consiste à
à percevoir le monde à travers nos bulles informationnelles, à s'y complaire un peu, mais il tiendrait qu'à nous d'en sortir. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur cette image? S'il n'y en a pas, je vais poursuivre. Et donc, c'était une manière d'entamer la conversation. Pour moi, c'est une image qui nous parle beaucoup du monde contemporain. Il y a un philosophe qui a parlé d'individualisme du cockpit, pour dire que chacun était derrière son écran, son smartphone, ses ordinateurs, s'informait sur le monde à travers eux, prenait des décisions comme ça, communiquait avec ses proches à travers ses écrans, et au fond se sentait un petit peu seul et livré à lui-même dans son intériorité. Donc c'est quelque chose, cette image qui nous montre cet individualisme. Et moi, ce que j'entends par système, clairement dans ce livre et de manière précise, c'est la technostructure. C'est la technostructure qui s'est unifiée, consolidée, formée petit à petit dans l'époque contemporaine et qui a prodigieusement unifié les comportements et les manières de raisonner sur la Terre entière. Dans mon enfance, je suis né en 75 et c'est préciser la date a une importance, je vais expliquer pourquoi, mais dans mon enfance, c'est-à-dire avant que se mette en place cette révolution digitale ou cette révolution numérique, si vous alliez de France en Espagne, vous voyiez déjà des gens très différents dans leur comportement, mais en Angleterre ou alors en République tchèque, vous aviez des mondes qui se connaissaient mal, des mœurs qui étaient assez différentes. Aujourd'hui, vous prenez n'importe quelle grande ville du monde, vous allez retrouver à peu près les mêmes cafés, les mêmes produits, les mêmes attitudes, les mêmes hipsters, les mêmes tenues vestimentaires. Mais au-delà des apparences, vous allez voir aussi le même type de rationalité se mettre en place, les mêmes tableaux Excel, les mêmes tableaux d'amortissement, la même rationalité économique. En fait, la plupart des acteurs envisagent leur action, leur portée, leur travail selon les mêmes termes. Et cette unification-là est produite largement par l'unification de la technostructure qui s'est construite petit à petit, j'allais dire au-dessus de nos têtes, et nous sommes tous pris dans cette technostructure. Alors, ce que je vais faire de manière maintenant plus systématique dans cette conférence, je vais vous proposer 2 parties. Une première partie qui va précisément porter sur le système ou la technostructure. Je vais essayer de vous donner rapidement des repères philosophiques, surtout pour ceux qui sont nés avant 1989, mais je vois qu'ils sont majoritaires dans la salle, parce que ceux qui sont nés avant le coup d'envoi de la révolution numérique ont pu être un peu dépassés et ont vu leurs repères ébranlés par la dynamique du monde actuel. Et je vais donc essayer de vous donner des outils conceptuels assez simples et maniables. Et dans un deuxième temps, je vais aller sur le fond de ma question, c'est-à-dire je vais faire une proposition très simple sur une manière de se comporter à l'ère de la technique. En gros, je vais répondre à ma question initiale, mais comment on fait pour ne pas perdre son âme, sachant qu'il y a un risque qu'on soit qu'une sorte de rouage de cette technostructure enfermée avec un ordinateur et avec une vie qui ressemble à une succession de temps d'écran, des temps d'écran au travail, sur messagerie, sur tableau Excel, sur Word, sur traitement de texte, et des temps d'écran loisirs sur les réseaux sociaux, sur Netflix. Donc, voilà, il y aura une proposition qui sera faite dans la deuxième partie. Alors, j'avance. Les 2 modernités. Ce que je voudrais vous montrer dans un premier temps, c'est que nous venons de vivre une révolution de grande ampleur qui est en fait une révolution du signe. Dans l'histoire de l'humanité, des révolutions du signe, il y en a eu 3. La première, la principale, c'est l'invention de l'écriture, entre 5000 et 3000 ans avant Jésus-Christ, dans les sociétés du croissant fertile. La seconde révolution du signe, c'est l'invention de l'imprimerie. Alors la première est la décisive, c'est celle qui fait sortir Homo sapiens, notre espèce, à 300 000 ans, de ce qu'on appelle la préhistoire et faire entrer Homo sapiens dans l'histoire. L'imprimerie aussi a eu un rôle décisif. Ces révolutions du signe, à chaque fois, provoquent toute une série de métamorphoses très profondes, à la fois dans la manière dont on met en circulation le savoir entre les humains, dans la manière dont on mémorise, mais dans les systèmes de croyances qui sont à chaque fois perturbés. Par exemple, on ne pourrait pas penser les monothéismes sans le livre. Vous voyez, c'est-à-dire que ça a l'air d'être simplement une innovation technologique, le livre, mais c'est plus que ça. C'est un système de croyances qui va être modifié. De la même manière, la monnaie papier, le billet imprimé n'est pas pensable sans l'imprimerie. Donc, quand on dit révolution du signe, on ne s'intéresse pas simplement au support, si vous voulez, de la communication, on s'intéresse à tout ce qui fait tenir ensemble, évidemment, une société. Mais ça, vous avez déjà un peu entendu parler des 2 premières révolutions du signe, l'invention de l'écriture, l'invention de l'imprimerie, c'est des choses dont on vous a parlé à l'école. Ce dont on ne vous a pas parlé, a priori, c'est la 3e et dernière révolution du signe,
qu'on peut dater, c'est un choix de 1989. On peut faire le choix de cette année pour comprendre les dynamiques du monde actuel. 1989, c'est à la fois évidemment l'effondrement du mur de Berlin et donc le coup d'envoi d'une accélération de la globalisation avec des flux de marchandises, de personnes, d'informations qui tournent autour du monde. Mais c'est aussi l'invention par un jeune ingénieur qui travaille pour le CERN à Genève, Tim Berners-Lee, du web. Auparavant, il existait Internet. Je fais juste une distinction conceptuelle un peu élémentaire, mais les gens, dans le langage, les confondent. Internet n'est pas le web. Internet est issu d'un programme de recherche de l'armée américaine qui s'appelle ARPANET, qui date de 1966. Mais si par Internet, on entend un réseau mondial de télécommunications, alors ce réseau, on peut dire qu'il est déjà quasiment posé au moment où on relie par le télégraphe l'Europe et les États-Unis. Donc, Internet, c'est quelque chose de plus ancien. Seulement, ce qu'il faut se dire, c'est qu'avant 1989 et avant l'intervention de Tim Berners-Lee, on a affaire à des outils que ne manient que des ingénieurs ou des informaticiens. Des outils qui sont assez spécialisés. Et de fait, chaque université, chaque bibliothèque, chaque administration a son propre intranet. Et il faut s'imaginer ce qu'est Internet avant 1989 comme une sorte de bibliothèque où les livres seraient tous écrits dans des codes alphabétiques différents. Que fait Tim Berners-Lee ? C'est quelqu'un qui innove, qui propose une invention gratuite. Il n'a pas cherché à breveter son invention. C'est comme s'il avait offert à l'humanité un service public décentralisé. Et son invention a 3 couches. Il invente un protocole de transfert des données, qu'on appelle le HTTP, qui permet de transmettre des données audiovisuelles, visuelles, des textes, sur le même format. Ça, c'est important, c'est-à-dire que tout d'un coup, la totalité de ce que les humains sont capables de produire comme représentation du monde est mis en circulation. Il invente le HTML, qui est un langage qui permet de designer ces pages web, qu'on connaît bien aujourd'hui, et qui a évolué, mais enfin, il en pose les fondamentaux dès 89. Et il a un coup de génie. C'est 3 idées, le web. Il a un véritable coup de génie. Il va être le premier à avoir l'idée de dissocier les adresses IP, c'est-à-dire les adresses des ordinateurs, et les adresses des sites web. En faisant cela, il va créer un espace qu'on va appeler le cyberespace ou le virtuel, parce qu'on ne sait plus le localiser. C'est quelque chose qui paraît complètement nouveau. Tout d'un coup, la connaissance ou les contenus qu'on publie semblent échapper au territoire, semblent échapper donc aux juridictions, semble échapper au gouvernement. Et donc, il invente cet outil extrêmement puissant. Et cet outil va avoir des impacts, évidemment, dans tous les domaines de l'existence, à la fois dans les domaines les plus privés. La révolution numérique a impacté les relations affectives, familiales, même les rencontres, on va dire, sexuelles à travers les sites de rencontres, mais impacte également la finance. En fait, impacte absolument tous les domaines. Alors, moi, je fais l'hypothèse que la technologie n'est pas neutre. C'est un sujet dont on peut débattre philosophiquement. Je fais l'hypothèse que la technologie a un impact substantiel sur notre manière d'être au monde et sur notre manière de voir le monde. Et je peux donner un exemple de cet impact. Quand un jour vous avez acheté un smartphone et puis vous vous êtes aperçu, on vous a dit qu'il y avait dessus un logiciel de géolocalisation qui vous permet d'optimiser vos trajets à pied, en vélo, en voiture, en bus. En fait, vous ne l'avez pas acheté, ce logiciel-là. Il était préinstallé. Ce n'est pas quelque chose que vous avez spécialement désiré. Mais un jour, il était là, puis vous avez commencé à vous en servir. Et puis, petit à petit, vous êtes devenu plus ou moins accro. Vous vous êtes mis à l'utiliser, un logiciel du type Maps. Alors, qu'est-ce qui se passe quand vous avez ça ? Apparemment rien. Mais quand même, il se passe quelque chose d'extrêmement substantiel. C'est que pour l'expérience d'Homo sapiens, qui pendant la majeure partie de son histoire a été chasseur-cueilleur, la crainte de se perdre dans l'espace, de ne pas retrouver le bivouac le soir, c'est une crainte anthropologique majeure dont toutes les générations d'humains ont fait l'expérience. C'est véritablement une terreur. Et tout d'un coup, si vous avez cet appareil connecté sur vous et que ça marche, que vous n'êtes pas sur un trou de connexion, mais il y en a de moins en moins dans le monde, eh bien vous ne pouvez plus vous perdre. Donc ça veut dire qu'une des expériences décisives de l'expérience d'Homo sapiens, de l'aventure d'Homo sapiens, vous a été enlevée ou simplifiée par la technologie, sans même, et c'est ça le propre des révolutions technologiques, sans même que vous l'ayez voulu, ni même que vous l'ayez pensé. Vous n'avez pas forcément mesuré cette conséquence.
C'est-à-dire souvent, la technologie opère de manière un peu sous-jacente et invisible. Alors j'avance un petit peu maintenant. Je dirais que ça va, c'est clair. Et est-ce que le rythme de traduction va ? Je me suis fait parfois taper sur les doigts parce que je parlais trop vite, donc j'essaie. Ça va, ouais. Bon, alors, entrons un peu dans le détail. Mon hypothèse, c'est qu'un certain nombre de points de repère qui ont été posés au début de la modernité ont été directement impactés par la connexion. En fait, il y aurait deux modernités. Une modernité que j'appelle séparative et une modernité que j'appelle connectée ou connective. Qu'est-ce que c'est que la modernité séparative et quand est-ce que ça commence ? Alors, si je suis français, je peux être un peu chauvin et dire que ça commence avec Descartes et le discours de la méthode en 1637. Si j'étais italien, j'aurais probablement cité Galilée. En tout cas, c'est quelque part vers le milieu du XVIIe siècle que se produit quelque chose comme le coup d'envoi de la première modernité. Et l'acte philosophique, mais qui est aussi un acte pratique que mènent les grands penseurs de cette première modernité, c'est d'établir des distinctions ou des séparations. Au début du discours de la méthode, Descartes nous dit qu'il s'est coupé du monde quelques jours, un peu malgré lui d'ailleurs, en Allemagne, dans un poêle, c'est-à-dire dans une chambre chauffée, et qu'il a cherché à refonder pour lui seul et pour son propre compte toutes les vérités. Quand il fait cette opération, ça veut dire qu'il rejette les enseignements des autres, il fait exister une première séparation entre moi, ce fameux moi très orgueilleux du « je pense », qui peut refonder par son propre pouvoir de raisonnement les vérités en partant des principes premiers. Il fait une coupure entre ça et les autres. Mais chez Descartes, il y a beaucoup d'autres opérateurs de séparation. Par exemple, Descartes choisit, sans vraiment expliquer pourquoi, chez lui c'est presque une pétition de principe, de ne retenir que les idées qui sont claires et distinctes. Qu'est-ce que c'est qu'une idée claire et distincte ? C'est une idée qui n'est pas agglutinée ou collée aux autres, qui est bien séparée, bien circonscrite. Chez Descartes, il y a évidemment un dualisme, et ça vous en avez entendu parler. L'une des choses que pense Descartes, qui a participé à des dissections anatomiques, c'est la séparation de l'âme et du corps. Même s'il se demande comment les deux sont articulés, il situe cette articulation quelque part du côté de la glande pinéale, il y a quand même un dualisme et une séparation. Et il n'y a pas que ça, il y a peut-être aussi l'une des séparations les plus fondamentales qu'on trouve toujours dans le discours de la méthode, où Descartes nous invite, par le développement d'une philosophie dite pratique, nous on dirait des sciences et des technologies, lui il parle de philosophie pratique, à nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. Et par là, il introduit une distinction, une séparation qui ne va pas de soi entre la nature et la culture. Ça ne va pas de soi puisque nous sommes nous-mêmes des êtres de nature. C'est très étrange ce geste que de se retirer de la nature pour se mettre en position de domination sur elle. Donc on voit que se met en place une manière de penser qui divise pour régner. En fait, dans cette première modernité, c'est diviser pour régner, ce serait le slogan ou le mot d'ordre, c'est ce qui va unir tous les penseurs. J'en ai cité d'autres, sans aller dans 1000 détails, la séparation des pouvoirs, qui apparaît un peu plus tard, est un geste typique de cette modernité séparative. Quand Montesquieu propose de séparer le pouvoir exécutif, celui de faire exécuter les lois, le pouvoir législatif, celui de faire les lois, et le pouvoir judiciaire, le pouvoir de juger, pour nous, ça va de soi. Il considère qu'il pose là le ferment alors de la République ou d'un État que nous, on dirait démocratique. Mais ce principe démocratique, en fait, il vient complètement violer ou heurter l'expérience de l'autorité qu'on a tous fait le plus naturellement, puisque c'est d'abord au sein de la famille qu'on fait la première expérience de l'autorité, et évidemment, dans la famille, tout est mêlé. Les parents édictent les lois, les appliquent et jugent. Le chef tribal, de même, a les trois dans sa main. Alors, on a là un régime de séparation ou de division. Autre, évidemment, acte de séparation, de division fondamentale, celui d'Adam Smith, qui écrit donc son essai sur la richesse des nations en 1776, et il ouvre son essai qui est en fait le texte fondateur de l'économie politique moderne, par un exemple très célèbre sur la manufacture d'épingles, où il propose la division du travail. Ça va véritablement être le coup d'envoi de la révolution industrielle, et sa réflexion est la suivante, c'est une réflexion chiffrée. Il explique que pour faire une épingle, il y a 18 petites tâches à mener, que si on met un ouvrier sur ces 18 petites tâches, il peut faire 20 épingles dans la journée, mais que si on spécialise des ouvriers dans une ou deux tâches, il a fait ses calculs, et il explique qu'avec une dizaine d'ouvriers, on peut faire 48 000 épingles
dans la même journée. Autrement dit, il y a un gain de productivité qui vient du fait qu'on arrive à diviser ou à séparer les tâches des unes des autres. Il emploie d'ailleurs un mot, il dit qu'il faut que les tâches soient séparées clairement et distinctement. Donc j'ai l'air de rapprocher des choses qui sont disparates, mais en fait pas tant que ça. C'est bien cartésien comme méthode, ce fait de diviser comme ça les difficultés pour avoir prise sur le monde. Ce qui fait que si on veut comprendre ce qui se passe dans la première modernité que j'appelle séparative, un certain nombre de penseurs, je fais vite, évidemment, ce sont des choses que je développe plus dans le livre, mais je pense que vous donner une toile d'ensemble permet d'ouvrir à la discussion. Mais ce qui se met en place, ce sont des régimes de séparation qui sont appliqués à tous les domaines et qui mettent l'individu, c'est une modernité où l'individualisme, et peut-être même l'individualisme libéral est placé au centre, qui mettent l'individu en position incroyable de pouvoir. Donc du point de vue métaphysique, c'est une époque où on sépare moi et les autres, l'âme et le corps, le sujet et l'objet. C'est une division métaphysique, mais c'est aussi une division métaphysique évidente, parce que l'objet, le fétiche, par exemple, c'est un objet animé dans les sociétés traditionnelles. Donc diviser les choses inanimées, comme ce stylo, et les sujets humains, c'est un véritable opérateur métaphysique qui permet d'avoir prise sur les choses. Et on voit bien que dans la mentalité de la révolution industrielle, il se produit quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'on va fabriquer des marchandises, on va fabriquer des objets en grand nombre, et on va être les sujets. On pourrait dire, je vais exister au milieu de ma collection de disques. Ce serait une manière de le dire par un exemple. C'est-à-dire, je suis un sujet et je montre que je suis mélomane, éduqué et riche parce que j'ai une collection de disques impressionnante. Et on oppose nature et culture. Au niveau des sciences, on instaure un régime de séparation du vrai et du faux, un régime de séparation des savants et des ignorants. Je n'ai pas mis la foi et la raison, mais on sent bien que cette première modernité s'attaque à cette séparation. Au niveau politique, on sépare la sphère publique et la sphère privée, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire. Et au niveau de l'économie, on oppose, il y a évidemment la division du travail dont j'ai déjà parlé, mais il y a aussi quelque chose qui est complètement fondamental dans la manière de penser le salariat, c'est que tout d'un coup, dans le mode de vie salarié, il y a un temps de travail qui vaut salaire, et puis il y a un temps de loisir. Normalement, si vous êtes né avant 1989, ça, ce sont vos points de repère. C'est-à-dire que ces notions-là, on ne vous a pas forcément fait de la philo, c'est pas forcément passé par un cours de philo, mais c'est comme ça que c'est structuré votre pensée. Vous avez, à un moment, vous vous êtes reposé sur cette idée qu'on séparait le public et le privé, qu'il y avait des gens qui savent, les savants, et d'autres qui sont ignorants, une masse ignorante, qu'il y avait la nature d'un côté et la culture de l'autre, etc. Ce sont des oppositions très structurantes et qui donnent un certain pouvoir aux acteurs. Le problème, c'est qu'après 1989, et pour des raisons variées, la totalité de ces séparations sont entrées dans une crise, et pas une crise légère, une crise profonde. On peut prendre tous ces couples d'opposés, ils sont en crise. Bon, j'en prends qu'un au hasard. La séparation du public et du privé, on voit bien que c'est tout à fait fini dans la mesure où les gens postent à peine nés, les photos des enfants sont déjà postées, mais par les parents eux-mêmes, pas par un pouvoir abusif, pas par le panopticon, mais sont déjà postées sur les réseaux sociaux. Donc on sent bien, si vous voulez, que les individus eux-mêmes se sont affranchis de cette ligne de séparation entre le public et le privé. Alors, une autre chose qui a changé, c'est que nous vivons, je disais que Descartes s'isole et réfléchit par lui-même pour refonder les vérités. Mais ça suppose un acte qui est la pensée solitaire. Et cette pensée solitaire, cette pensée qui diverge, cette pensée qui n'est pas synchronisée avec celle des autres, elle est fondamentalement remise en cause aujourd'hui par un nouvel état dans lequel nous nous trouvons, qui est moi ce que j'appelle la télépathie assistée par les machines. C'est-à-dire que nous avons tendance, si vous vous promenez en forêt ou sur une plage, mettons déserte, et qu'il y a de la connexion, vous êtes encore atteint par des messages de vos proches, de vos enfants, de vos amis, de vos collègues, ce qui fait que votre flux de conscience ou votre flux de pensée personnelle est en permanence sectionné, traversé, visité par des messages émis par les autres. Ce n'est pas une télépathie parfaite, au sens où il n'y a pas de fluidité complète. Les frontières de votre espace mental ne sont pas devenues poreuses, mais néanmoins, ce fait d'avoir du mal à mener une réflexion continue, je dirais en mode avion ou en mode déconnecté pendant une longue durée, c'est quelque chose qui nous touche tous parce que nous sommes habitués à fonctionner sur un mode beaucoup plus connecté en préparant des réponses sur des canaux divers. Il y a des gens à qui nous répondons sur WhatsApp, d'autres par mail,
d'autres sur Facebook, d'autres. Nous avons une multiplicité de canaux et une multiplicité de conversations qui se poursuivent en parallèle. Et une petite partie de notre flux de conscience est occupée à chacune de ces discussions. De manière plus large et plus récapitulative, je peux maintenant vous produire ou vous proposer une grille de lecture, alors plus étoffée dans le livre, mais c'est l'idée, j'ai fait des petits tableaux pour résumer les choses, mais c'est l'idée que aux séparations traditionnelles se sont substituées des situations qui nous apparaissent ambivalentes ou ambiguës et avec lesquelles nous avons à négocier. Et d'ailleurs, ça vaut pour ceux qui sont nés avant 1989, mais ça vaut également pour les digital natives, c'est-à-dire que les relations que nous avons dans la modernité connective ne sont pas stabilisées. Ça n'est pas stabilisé, cette histoire-là. Alors si je reprends point par point, cette question de la solitude, on a vu qu'elle a laissé cette possibilité d'une opposition entre moi et les autres, qu'un acte d'orgueil fou de la part de Descartes. Cette idée que je pense donc je suis, le fait de se mettre comme ça, comme point premier de support de la vérité au centre du cosmos, c'est un acte de folie en fait. C'est complètement, personne n'avait fait une chose pareille auparavant. Mais ça a été remplacé par cette télépathie assistée par les machines. L'opposition entre nature et culture, là c'est pas simplement la révolution numérique, mais elle est mise en crise par ce que le prix Nobel de chimie Paul Crutzen propose d'appeler l'anthropocène, c'est-à-dire le fait que nous sommes entrés dans une nouvelle période géologique où les humains ont un impact. En fait, l'humanité est devenue une force géologique à part entière. C'est-à-dire que nous avons un impact sur la composition des sols. Ça ne fait plus débat chez les géologues. Ce qui fait débat, c'est quand est-ce que ça commence. Vous pouvez faire commencer ça récemment. Par exemple, dire c'est au moment des essais atomiques à l'air libre, pendant la guerre froide, qu'on a déposé des particules radioactives sur toute la Terre. Vous pouvez faire commencer ça il y a très longtemps avec les déforestations du Moyen-Âge. Si vous faites commencer ça il y a très longtemps, vous exonérez la civilisation industrielle de sa responsabilité dans le réchauffement climatique. Vous voyez, il y a du lobbying derrière. Si vous faites commencer ça récemment, vous mettez l'accent sur la responsabilité de la civilisation industrielle la plus récente. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous avons grandi avant 89 ou avec des repères d'avant 89, ce qui fait que nous savons réagir à un péril qui vient de la nature. Le tremblement de terre, ça peut être affreux, comme au Maroc, mais on sait construire des bâtiments antisismiques, on sait envoyer des brigades pour secourir les gens, les blessés. Nous savons également nous protéger d'un danger qui vient de la culture. C'est la guerre. C'est les cultures des sociétés humaines les unes contre les autres, et nous savons faire la guerre. Quand nous avons affaire au réchauffement climatique, c'est-à-dire à un mixte de nature et de culture, aux conséquences naturalisées de l'action humaine, à quelque chose qui est moitié anthropique, moitié naturel, alors là, on ne sait pas quoi faire. Est-ce qu'on doit déclarer la guerre à la Chine parce qu'elle produit trop, industriellement, ou avoir une action diplomatique contre le Brésil parce que la déforestation est trop importante? Est-ce qu'on doit donc agir sur les sociétés et sur les cultures? Est-ce qu'on doit agir sur la nature directement et essayer de la réparer? C'est pas clair du tout. En fait, on ne sait pas quelle est la voie d'action parce que je vous disais, la première modernité, c'est diviser pour régner. Quand vous vous reconnectez, vous perdez de la puissance, en quelque sorte. Vous perdez vos leviers d'action traditionnels et vous êtes un peu paumé. La séparation entre le vrai et le faux, qui était bien établie, a été largement battue en brèche par les théories du complot, les fake news, dont d'ailleurs la diffusion va avec le fait qu'auparavant, moi j'ai grandi dans un monde où il y avait 3 chaînes de télévision en France. Je ne sais pas combien il y en avait au début des années 80 en Espagne. Mais en gros, il y avait des millions de personnes qui regardaient des contenus décidés par 300 personnes. Et encore, je suis généreux. Des présentateurs ou des producteurs influents, 250, 300 personnes. Et la visibilité d'un artiste ou d'une action politique passait par ces 250 ou 300 personnes. Ça, c'est complètement fini. Aujourd'hui, tout émetteur est producteur de connaissances, et le fait que tout émetteur que tout le monde est à la fois récepteur et émetteur de connaissances fait qu'on a un grand n'importe quoi qui est mis en circulation et des gens plus ou moins bien intentionnés qui arrivent sur le marché de la connaissance. Donc, le rapport à la connaissance est modifié, public-privé évidemment c'est modifié. Les marchandises, en gros, si vous voulez devenir milliardaire, en partant, disons, d'une petite fortune familiale modeste, vous faisiez dans la première modernité comme Henry Ford, c'est-à-dire qu'en fait, il fallait produire un bien pour atteindre les économies d'échelle. Il fallait produire en grande quantité pour atteindre
les économies d'échelle, et là, vous pouviez devenir milliardaire. Ceux qui sont devenus milliardaires dans les 30 dernières années, principalement, ce sont des gens qui ont réussi à créer non pas des marchandises en très grande quantité, en très grande série, mais des plateformes, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à créer des lieux où se rencontrent une offre et une demande. Moi, j'étais très étonné le jour où Airbnb a dépassé la capitalisation des hôtels Marriott, par exemple. D'un côté, on voit des hôtels en pierre, c'est du réel, c'est la première modernité. De l'autre, on se dit, non, c'est simplement des gens qui mettent en relation ceux qui voudraient louer leur appartement et enfin le proposer à la location et ceux qui voudraient le louer. Et le fait que la mise en relation crée de la valeur, même peut-être plus rapidement que les objets, c'est quelque chose de vertigineux. Alors à l'époque du streaming, la collection de disques dont je parlais tout à l'heure, elle a été remplacée évidemment par l'abonnement à Deezer ou à Spotify. Mais vous voyez bien que ce qui se passe, c'est que c'est la mise en relation qui crée la valeur. C'est quelque chose de surprenant. Qu'est-ce que c'est que Facebook et pourquoi c'est une si grosse entreprise ? Parce qu'ils mettent en relation non pas des gens entre eux, mais des annonceurs avec des profils clientèle. C'est un outil de marketing, de ciblage. En tout cas, le rapport à la création de richesse a changé. Le travail a complètement modifié. La modernité précédente est basée sur la division des tâches, le taylorisme. On voit bien qu'il y a une continuité parfaite entre ce que je vous expliquais sur Adam Smith et le taylorisme, ou ce qu'on voit dans les usines de Chaplin, les temps modernes. Mais en fait, aujourd'hui, quand on travaille, très souvent, on fait du multitasking. On a plusieurs fenêtres ouvertes sur son écran d'ordinateur et on mène plusieurs tâches en même temps. Même le dentiste, il prend ses rendez-vous sur une tablette ou sur un écran en même temps qu'il s'occupe d'un soin dentaire. C'est-à-dire que tout le monde multitaske plus ou moins dans beaucoup de domaines. Et la séparation qui paraissait si nette entre le temps de travail et le temps de loisir s'est effacée au profit d'une situation ambiguë où on a toujours sur soi ces outils de production, c'est-à-dire le smartphone, l'ordinateur, et où on peut avoir une idée importante ou une connexion importante ou envoyer un message important le week-end ou très tôt le matin ou très tard le soir. Et donc ça a complètement décloisonné temps de travail et temps de loisir, avec un risque nouveau qui est effectivement que on est tout le temps un peu en train de travailler. On n'arrive plus à se reposer. Alors pourquoi je vous parle de ça ? Dans mon histoire, comment ne pas être esclave du système ? Parce qu'il me semble que ça crée une situation nouvelle dans laquelle nos vieux repères politiques, qui viennent du marxisme, sont mis à mal. Nos vieux repères politiques sont basés sur l'idée de la lutte des classes et sont basés sur l'idée qu'il y a d'un côté les capitalistes, propriétaires des outils de production de richesse, propriétaires du capital et des usines, et de l'autre, un prolétariat opprimé et qui peut essayer de négocier via des luttes, via des syndicats, une amélioration de sa condition. Mais il y a une ligne de front qui est très claire entre les deux. Dans notre modernité, pour de plus en plus de gens, pas pour tout le monde, le système industriel s'est maintenu, mais pour de plus en plus de gens en Europe, la situation est beaucoup plus ambiguë et cette conflictualité, elle est à l'intérieur de chacun. C'est-à-dire que chacun a en lui-même un manager et un managé, ou un dominant et un dominé, ou un capitaliste et un poète, si vous voulez. C'est-à-dire que dans tous les métiers qui ont été ubérisés, dans tous les métiers qui sont indépendants, mais aussi dans les métiers de cadre, on demande aux gens d'organiser eux-mêmes leur travail et de planifier eux-mêmes leurs tâches. On leur donne des objectifs, mais après, vous vous débrouillez. Il y a un vrai risque de tomber dans une forme d'auto-exploitation, parce qu'on n'a pas mis le curseur au bon endroit. Vous voyez, c'est-à-dire que quand vous travaillez pour vous-même, ou que vous avez l'impression de travailler pour vous-même, vous êtes salarié, mais vous pouvez être dans un état d'esprit où vous avez l'impression de travailler pour vous-même, parce que vous avez des responsabilités. Eh bien, en fait, le droit du travail ne vous est pas opposable. Il n'y a pas de durée maximum de travail par jour. Vous pourriez travailler 11, 12, 13, 14 heures par jour. Il n'y a pas de nécessité de se donner des vacances. Il n'y a pas de... Vous voyez, en fait, vous pouvez tomber dans une auto-exploitation totale. Donc ça crée des circonstances nouvelles, ce monde de cette modernité connective. Ça vient fausser nos repères et ça crée des circonstances un peu nouvelles. J'avance, je vois que le temps passe, je vais essayer d'être moins bavard sur ma deuxième partie. Mais la proposition, vous verrez, elle va aller, j'allais dire, un peu plus vite. Qu'est-ce qui infuse dans cette technostructure ? Sur la technostructure, ça va, j'étais à peu près clair jusqu'ici, je suis allé un peu vite, je voulais faire un panorama, donner 2-3 outils pour penser ce qui s'est passé, la dynamique du monde actuel depuis 89. Qu'est-ce qui infuse là-dedans, ou quelle est l'éthique, la manière de se comporter, la manière d'envisager l'existence qui est proposée aux acteurs, à la fois jeunes et moins jeunes ? C'est l'utilitarisme. En fait, nous vivons dans des sociétés qui sont utilitaristes, un peu sans le savoir. Parce que nous, en Espagne, je vous englobe avec la France,
on n'étudie pas trop ces auteurs-là. Bon, sauf que c'est quand même, ils ont posé l'éthique qui prévaut partout dans le monde anglo-américain, mais également dans le monde asiatique. Jeremy Bentham est celui qui invente l'utilitarisme dans un texte qu'il écrit d'abord pour quelques amis en 1780 et qui publie à compte d'auteur, puis qui publie à Londres en 1789, qu'il appelle Introduction au principe de la morale et de la législation. C'est pas une introduction, c'est un système, c'est un gros bouquin. Et il fait une proposition complètement dévastatrice dans les premières pages. Il dit que par principe d'utilité, en fait, il propose le principe d'utilité, c'est-à-dire il propose de considérer qu'une action est bonne si elle augmente votre utilité et qu'elle est mauvaise si elle diminue votre utilité. Il fait une sorte de synonyme avec le bonheur. En gros, une action est bonne si elle augmente votre bonheur, elle est mauvaise si elle diminue votre bonheur. Lui, en fait, il a même en tête, par bonheur, dans les pages qui suivent, c'est le plaisir en fait qu'il a en tête et la douleur. En gros, vous avez plus de plaisir, l'action est bonne, vous avez plus de douleur ou plus de déplaisir, l'action est mauvaise. Et il explique que la morale naturelle de l'être humain, sa véritable morale, s'il n'est pas hypocrite, s'il est sincère avec lui-même, c'est de maximiser son utilité. C'est une arme de guerre directement dirigée non seulement contre les morales de type aristotélicienne, l'éthique des vertus, etc., mais surtout contre la religion. Il déteste l'ascétisme. Et évidemment, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait plusieurs morales en concurrence à la fin du XVIIIe siècle, une morale kantienne par exemple, mais bon, l'utilitarisme a gagné. Les gens sont plutôt utilitaristes partout dans le monde, ça a fonctionné. Et d'ailleurs, là-dessus, on peut s'entendre avec John Rawls, qui, au début de sa théorie de la justice, dit mais finalement, au cours de l'histoire moderne, en philosophie morale, il y a une théorie systématique dominante et c'est une forme d'utilitarisme. On essaie de maximiser son bien-être pour soi et on essaie de maximiser le bien-être du plus grand nombre. Ça signifie quoi ? Que je cherche à maximiser mon bien-être en toutes circonstances, mais que je suis père de famille, je cherche à maximiser le bien-être de mes enfants. Je suis maire d'un village, je cherche à maximiser le bien-être de mes administrés. Je suis chef d'entreprise, je cherche à maximiser les salaires et les avantages de mes salariés pour qu'ils me soient fidèles et qu'ils travaillent plus. C'est-à-dire, on est toujours dans cette quête de la maximisation. À l'intérieur de la doctrine utilitariste, il y a néanmoins des failles ou des zones de trouble. Il y a une première faille dans le raisonnement des utilitaristes, ou une première zone de trouble, en tout cas une incertitude, c'est qu'on peut se demander si une société où chacun cherche à maximiser son utilité produit bien une maximisation de l'utilité collective. Ou s'il n'y a pas des circonstances dans lesquelles des gens cherchent à maximiser chacun leur utilité, mais détruisent l'utilité collective. Le climat, typiquement, ce serait un exemple où chaque entreprise maximise son profit, mais on détruit le climat mondial. Donc, on détruit l'utilité collective. Vous voyez, c'est typiquement le parfait exemple. Mais on peut citer un exemple plus théorique. Vous connaissez sans doute le dilemme du tramway, qui est un dilemme souvent utilisé en philosophie morale anglo-saxonne, qui nous dit, est-ce que vous seriez prêt à sacrifier, il y a un tramway qui arrive, qui est lancé à très, très, très vive allure, il y a 5 personnes qui sont attachées sur le rail, ils vont mourir. Il suffit que vous fassiez un geste, un seul. Et alors, dans la variante de l'homme gros, vous poussez quelqu'un d'obèse sur la voie, vous le poussez, et ça arrête net le tramway. Est-ce que vous le faites ? Il y a 10% des gens qui disent oui. 90% des gens ne le font pas. Or, du point de vue de la maximisation de l'utilité, il faut le faire. Il vaut mieux sauver 5 vies que d'en sacrifier une. Mais du point de vue du contenu éthique du geste, il y a un vrai problème. Vous voyez, c'est-à-dire que vous endossez un crime. Il y a une autre variante qui est amusante, c'est toujours la même idée, c'est la variante dite du chirurgien. Je vais vous laisser méditer là-dessus, mais c'est imaginer un hôpital à la campagne. Il fait nuit, il n'y a personne, il y a un jeune interne qui est aux urgences. Un type arrive, un jogger en parfaite santé, il pète le feu, et il y a 5 personnes en attente de greffe. Le type, il s'est juste coupé le doigt. Il lui fait une piqûre létale, il prélève les organes, et pendant la nuit, c'est un chirurgien très très fort, il sauve les 5 autres qui sont en attente de greffe. Il a maximisé l'utilité collective. Est-ce qu'il a fait un bon choix du point de vue éthique ? Vous auriez tendance à dire non pour la même raison. En gros, il y a de l'incertitude sur l'articulation de l'individuel et du collectif dans la doctrine utilitariste. Un autre point, c'est qu'il y a de l'incertitude sur ce que c'est que l'utilité. Mais qu'est-ce que c'est au fond que cette utilité ? D'ailleurs, les utilitaristes ne sont pas tous d'accord entre eux. Pour Bentham, je vous ai dit, c'est plutôt le plaisir, l'utilité, ou la douleur. Pour Stuart Mill, qui est l'autre plus grand utilitariste, c'est plutôt le bonheur. Et dans son livre sur l'utilitarisme, Mill dit, dans certains cas, par exemple pour apprendre à faire du piano ou pour apprendre à faire de la danse classique, je dois passer par de la discipline, de la souffrance et de l'ennui.
pour ensuite accéder à des plaisirs supérieurs, à des facultés intellectuelles supérieures. Et il dit à un moment, on n'est quand même pas tous des porcs. Ça a l'air d'être une remarque directement adressée à Bentham, disant, c'est un peu un truc de porc, ton affaire de volupté, de plaisir. On devrait pouvoir quand même concevoir l'utilité comme quelque chose d'un peu plus complexe que juste le plaisir des sens. Alors, maintenant, je réunis ce que je vous ai raconté jusque-là. On a une technostructure, on a des outils, des smartphones, des ordinateurs, on a des applications, des intelligences artificielles qui fonctionnent très bien. Et tout ça, ça fonctionne, c'est en quelque sorte drivé, c'est mu par une morale de type utilitariste simplifié. En gros, tout ça, ça sert à maximiser son profit. Qu'est-ce que c'est que le GPS, dont je parlais tout à l'heure? C'est un outil algorithmique qui sert à gagner du temps, à optimiser son temps quand on fait un trajet, en vélo, en voiture, à pied. On gagne du temps parce que le temps est une ressource précieuse. Et c'est comme ça pour tout. On a des outils de calcul de plus en plus performants qui nous permettent de maximiser notre profit ou notre utilité en optimisant l'usage de nos ressources. Et on pourrait dire c'est super, c'est génial. Mais là, on a une petite peur qui commence à s'allumer, c'est est-ce qu'on n'est pas en train d'avoir une sorte de GPS existentiel? Est-ce que ça ne signifie pas qu'un jour la machine va vous dire va à droite, va à gauche, maintenant va à droite, va à gauche, maintenant tu choisis ça, puisque les choix sont déjà préfabriqués en quelque sorte. Vous hésitez entre deux personnes pour un mariage, il y a un parti qui est meilleur que les deux, qui est le meilleur des deux. Vous hésitez entre votre passion, mettons pour l'océanographie, et puis la finance, c'est vite vu, vous allez étudier la finance, c'est pas l'océanographie. En fait, est-ce que ça n'envoie pas tous les gens au même endroit? C'est-à-dire dans le sens d'une maximisation du profit, mais d'une perte complète des aspirations ou des désirs intimes et personnels des agents. Alors, j'en arrive à la solution ou à la piste que moi je propose. Je propose une approche qui n'est pas en rupture radicale avec l'utilitarisme ambiant, c'est-à-dire l'utilitarisme relayé ou assis sur la technostructure. C'est là-dedans qu'on vit. Moi, ce que je propose de vous dire, c'est qu'on peut maximiser son profit sous contrainte d'idéal. C'est-à-dire que quand on pense maximisation du profit, on se dit, on maximise son profit dans les modèles économiques les plus simples. On maximise son profit. Ceux qui ont fait de l'économie ici, on est dans le siège d'une banque, donc j'imagine que quelques-uns d'entre vous ont fait de l'économie. Mais ceux qui ont fait de l'économie ici, on maximise son profit par la bonne gestion du travail et du capital, qui sont les deux inputs, les deux carburants pour faire du profit. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas mettre un idéal là-dedans? Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir, dans les contraintes posées dès le départ, un principe directeur et un seul qui nous inspire? Pour un écrivain, je vais prendre maintenant 2 cas concrets. Pour un écrivain qui serait un utilitariste standard, il va s'informer sur plein de choses sur le web, il va voir à peu près que ce sont les femmes entre 35 et 50 ans qui lisent des romans, qui achètent, il va voir à peu près quelles sont les histoires qui plaisent, il y a des recettes, il va les appliquer, et peut-être que s'il est très malin, si vous voulez, il va essayer en utilitariste standard de maximiser son profit ou de maximiser son utilité, de vendre le maximum de bouquins possible en appliquant toutes les bonnes recettes, toutes les règles. Et peut-être qu'il y arrivera, et plus de livres vendus, ça fait plus de notoriété, plus d'argent. Ça, c'est l'utilitarisme standard. Le post-utilitarisme consiste à dire non. D'abord, si je suis écrivain ou philosophe, je vais essayer de faire les meilleurs livres possibles avec ce que je sais, avec ce que je connais, avec mes compétences, avec mon passé et mes lectures. Je vais faire de mon mieux. Mais après, je ne suis pas quelqu'un de désintéressé. C'est pour ça que je vous disais, il n'y a pas les purs et les impurs. Après, je redeviens un agent économique, c'est-à-dire je vais chercher un éditeur, je vais faire de la promotion, je vais faire des rencontres en librairie, je vais peut-être même être un peu carriériste. L'important, c'est pas grave d'être un peu carriériste. L'important, c'est que ça ne vienne jamais amener à rogner sur l'idéal posé au départ. Vous voyez ? Que les livres ne soient pas écrits en vue simplement du succès, mais peut-être en vue d'un idéal supérieur qui est le beau livre en littérature ou la belle œuvre en philosophie. Alors vous allez me dire, oui, l'écrivain, c'est quand même un exemple de nature très élevée et très privilégié, mais en fait, on pourrait appliquer ce même raisonnement à un menuisier, tout aussi bien, ou à un artisan. Et là, on voit qu'il y a pas mal d'idéaux possibles qu'un artisan peut se donner. Prenons le cas d'un menuisier, utilitariste standard. Je veux fabriquer le plus de meubles possible, avec la meilleure marge possible et le meilleur rendement possible, et faire grossir ma boîte. Et ça a marché pour beaucoup de gens. Ikea, quoi. Et puis, vous pouvez avoir un menuisier qui a une quête esthétique, faire les plus beaux meubles possibles, ou faire une recherche en design, ou faire de la restauration,
qui a une quête écologique, qui se demande, tiens, mais les filières de bois, le bois tropical, est-ce qu'il n'y a pas d'autres filières à inventer? Qui a une vision sociale, qui veut faire des meubles, je sais pas, pour des personnes atteintes de certains handicaps, ou pour les camps de réfugiés, des meubles pas chers, transportables, ou qui a un idéal de transmission, c'est-à-dire d'apprendre à ses pairs, à ses collègues, son métier. Là, on voit qu'il y a... Alors, moi, je ne souhaite pas moraliser intégralement la société, mais je me dis que c'est intéressant comme acteur économique de se dire, tiens, je peux me donner un idéal et m'y tenir. C'est-à-dire un seul, mais je n'y touche pas. Pour le reste, bah oui, je suis menuisier, j'ai un banquier, j'ai un emprunt, j'ai une comptabilité, j'ai des soucis, mais mon idéal, j'y touche pas, je le mets de côté, c'est mon point de départ. Alors, vous pouvez dire le menuisier, c'est encore un cas un peu spécial. Je dirais que le menuisier et l'écrivain, ils peuvent très fortement investir la qualité de l'objet qu'ils proposent, c'est-à-dire qu'ils sont artisans, donc il y a un moment, il y a un livre ou il y a un meuble, où il y a quelque chose qui sort de leurs mains. Et pour beaucoup de gens, je pense que c'est pas le produit fini. Le centre de l'endroit où il y a l'idéal dans le travail, pour beaucoup de gens, mettons que vous travaillez dans une usine qui fait de la crème dépilatoire ou du poisson pané. C'est pas votre rêve depuis l'enfance de faire du poisson pané, je pense pas. Par contre, vous pouvez positionner votre idéal dans le fait d'avoir certains types de relations avec les collègues. Et je pense que pour beaucoup de gens, l'idéal au travail, c'est ça. C'est-à-dire d'avoir un environnement humain intéressant, porteur, stimulant. Des bonnes relations avec les collègues, avec les clients, avec les supérieurs, et que une grande partie de la souffrance au travail vient des environnements humains détériorés. Voilà, donc vous voyez, c'est assez simple ce que je propose, c'est un pas de côté, c'est-à-dire j'ai l'impression qu'on a un système très puissant avec sa technostructure qui emmène tous les gens dans la même direction, dans la même attitude éthique face à l'existence, qui les pousse en gros à se comporter en individualistes libéraux et à maximiser leurs profits. C'est pas soutenable au niveau global, cette histoire-là, on le sait, il y a des limites écologiques, mais indépendamment de ça, je me dis que ce que peut faire chacun, c'est se donner un idéal à lui-même. Pas une charte pour une entreprise. Il ne s'agit pas de faire du greenwashing, c'est quelque chose c'est un engagement qu'on prend vis-à-vis de soi-même. C'est-à-dire, et ensuite, c'est soi-même, on sait si on l'a tenu ou pas. Alors, je tenais ce discours un jour à la radio, sur France Inter, et j'ai donné l'exemple du menuisier, qui est dans le livre aussi, tout simplement. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai reçu un courrier d'un menuisier. Alors, je vous recopie une partie qui me dit « Je suis ce menuisier dont vous parliez. À un moment, j'aurais pu faire grandir ma société, etc. Et la question s'est posée pour moi. Et puis, finalement, j'ai choisi le bel ouvrage. Et j'ai une petite retraite, mais je ne regrette rien. Ma vie a eu un sens. » J'ai trouvé ça touchant, mais plus que touchant, j'ai l'impression que ça signifie que la méthode que je propose, celle de devenir un post-utilitariste, en fait, pas mal de gens sont déjà post-utilitaristes sans le savoir. En fait, que ma méthode ou ma maxime du post-utilitarisme, c'est simplement un outil d'éclaircissement sur une situation existentielle ou une position qu'un certain nombre de gens ont déjà en eux-mêmes. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Alexandre. Voilà, il y a plusieurs questions. Je vais en poser 3 ou 4. Après, on passe à la conversation avec tous. Non, la première question, c'est finalement, au fond, ça c'est l'histoire du passage du capitalisme industriel au capitalisme digital et financier. C'est la structure profonde qui provoque ces changements, comme beaucoup d'autres que nous avons mentionné, ces changements-là. Le capitalisme industriel, c'était un univers qui était signé sur la séparation, mais il y avait déjà un espace dans lequel se trouvait, que c'était l'usine. Le capitalisme disons, financier digital, c'est vrai que le sujet peut gagner d'autonomie, mais la confrontation avec l'autre, la relation avec l'autre est beaucoup plus éloignée, disons. Ouais. Il y a une perte de contact physique, c'est un élément central de la Constitution. Non? Mais la question que je me pose, surtout voyant la signification que vous donnez à la date de 1989, si au fond le communisme n'est pas l'échec du premier essai
de passer de la modernité séparée à la modernité connectée. Ah oui, oui, tout à fait. Alors, chez Marx, chez Karl Marx, dans les manuscrits de 1844, qui sont une œuvre de jeunesse, qui précède le Capital, il y a déjà deux notions qui sont proposées à propos du travail. Il y a une notion que les marxistes orthodoxes et les communistes ont vraiment adoptée, qui est la notion d'exploitation. Et ils l'ont adoptée parce que ça, c'est mesurable, c'est quantifiable. L'exploitation, c'est en fait tout simplement le fait que l'ensemble de la richesse générée par le travail de l'ouvrier ne fait pas retour à l'ouvrier, mais qu'une partie est prélevée, captée par le capitaliste. Ça peut même se mettre dans des tableaux comptables ou dans des modèles économiques. Ça se mesure, et le marxisme a voulu s'appeler une science, notamment dans les pays communistes, parce qu'il proposait comme ça des clés de lecture tout à fait quantitatives du réel. Et il y a des pages, toujours dans les manuscrits du jeune Marx, de 1844, qui ont mis profondément mal à l'aise les marxistes orthodoxes, où il parle de l'aliénation. Alors, c'est l'autre grand concept, exploitation ou aliénation. L'aliénation, qu'est-ce que c'est ? C'est plus nébuleux. C'est le fait, nous dit le jeune Marx, qu'on est comme étranger au produit de son travail et que la relation à soi-même, aux autres et au monde se décolore. Mais quand vous travaillez dans une grande entreprise aujourd'hui et qu'il y a des process pour tout, on appelle ça des process, nous, au fond, je ne sais pas comment vous appelez en Espagne, peut-être pareil, qu'il y a des process pour tout, que vous êtes dans des tâches d'exécution, que vous n'avez pas de vue sur la stratégie ni sur le produit. En fait, vous êtes typiquement dans une situation où, au niveau de l'exploitation, c'est assez soft, parce que vous pouvez avoir un bon salaire, mais vous êtes dans une situation d'aliénation. Vous voyez ce que je veux dire ? Et que tout d'un coup, ces pages de Marx qui mettaient profondément mal à l'aise les marxistes, communistes, orthodoxes, ont l'air de trouver dans le monde actuel une forme de pertinence que peut-être elles n'avaient pas pendant la première révolution industrielle. Donc, effectivement, ce qui est drôle quand même, c'est de penser que la connexion, le numérique a réussi là où le communisme a échoué. Si on veut être provocant, on pourrait dire ça. C'est-à-dire que relier tous les individus les uns aux autres, on a souhaité le faire sous l'égide d'un parti unique et sous l'égide d'une société communiste. Ça n'a pas vraiment fonctionné comme ça. Par contre, bizarrement, c'est ce qui s'est produit avec la connexion. On est sorti d'un monde d'individualisme libéral à l'état pur. Maintenant, on est dans un monde d'individualisme interconnecté, qui est un drôle de monde. Mais jusqu'à quel point cette reconnexion, cette connexion est une connexion qui protège la liberté, l'indépendance du sujet. Parce que la connexion, ça s'est fait à travers des procédures qui sont assez contrôlées et à travers des mécanismes qui imposent des normes, des relations quelquefois non explicites et qui en plus c'est une connexion qui nous place dans une position de visibilité absolue. Alors là, le risque pour la liberté n'est pas moins grand que dans les sociétés séparées. Ah oui, alors moi il se trouve que dans mon travail de journaliste, j'ai beaucoup documenté. Là, je vous ai présenté les choses de manière théorique, mais j'ai beaucoup documenté la révolution numérique en allant au contact avec les acteurs. Par exemple, je suis allé écouter Tim Berners-Lee en conférence, mais je suis allé rencontrer 2 fois longuement Julian Assange en Angleterre pour m'entretenir avec lui. Et justement, dans les entretiens que j'ai menés avec Julian Assange, j'ai pris conscience d'une chose simple, mais en fait assez vertigineuse. C'est que le web a été créé par Tim Berners-Lee, ce sympathique ingénieur britannique qui a créé le web. C'est un utopiste de la connaissance, c'est une utopie universitaire. C'est-à-dire que lui, ce qu'il voulait, c'est que les savants, les chercheurs, partout dans le monde, partagent facilement leurs résultats et leurs articles de recherche et leurs livres. C'est pour ça qu'il n'a pas breveté son invention. Pour lui, il voulait créer la plus grande bibliothèque du monde, une bibliothèque dans laquelle il y aurait du texte, de la vidéo et de l'audio. Et il a réussi. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que le marché allait débarquer et s'emparer de son invention. Il ne l'avait pas du tout prévu au départ. Et qu'en fait, cet outil, que le même outil, allait être à la fois la plus grande bibliothèque du monde, et ça l'est. C'est le plus grand outil de partage des connaissances que l'humanité a jamais eu, et ça l'est. Et en même temps,
c'est le plus grand outil de surveillance jamais mis au point. Et c'est les deux. Et ça, c'est compliqué encore pour nous à penser. C'est-à-dire parce que nous, on a été habitués à raisonner, notamment avec des idées qui viennent de Foucault sur le panoptique. Vous savez, le panoptique, inventé par Bentham. Tout se tient dans mon affaire, j'ai pas tout développé, mais Bentham invente le panoptique, c'est une prison, c'est un dispositif architectural, une prison où vous avez une tour centrale et puis les cachots sont des grilles ouvertes, quoi, et donc un gardien peut voir ce que font tous les prisonniers. Ça, c'est le panoptique. Ce qui n'avait pas du tout été prévu, c'est que le panoptique et la Bibliothèque nationale, c'est soit la même chose. Et c'est pourtant le monde actuel. Et c'est intéressant quand même que Bentham lui-même, c'est lui qui signale disons, le régime de la séparation, c'est les constructeurs des panoptiques. Bien sûr, bien sûr. Et c'est-à-dire, c'est l'idée, si vous voulez, de maximiser la surveillance des prisonniers en minimisant son coût global et donc en mettant un seul gardien pour une multitude de prisonniers. C'est tout à fait utilitariste. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans la technostructure, il y a une ambivalence profonde. Et que si on pense avec les outils du vieux monde, on ne peut pas penser l'ambivalence. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a appris à séparer les choses. On dit pouvoir totalitaire ou liberté. Eh bien là, on a un outil qui est un outil de liberté. Il y a beaucoup de pays où le web joue le rôle d'un outil de liberté, permet d'organiser des manifestations, permet de résister à l'État, permet donc, et c'est vrai, et ça fonctionne. Je veux dire que, prenez l'exemple de l'Iran, prenez l'exemple de la Chine, prenez l'exemple de beaucoup de... Alors certes, il faut un VPN, c'est-à-dire en gros, il faut pouvoir anonymiser sa circulation sur le web, mais c'est pas très compliqué techniquement. Et à partir de là, on accède à de l'information libre. C'est le cas de la Russie aujourd'hui. La jeunesse s'informe sur ce qui se passe en Ukraine à travers le web. Et en même temps, la Russie est l'un des acteurs de la désinformation à travers la ferme des trolls de Saint-Pétersbourg, notamment les plus actifs. Et l'un des acteurs des cyberguerres les plus actifs et les meilleurs. Et l'un des diffuseurs de théories et des complots les plus actifs, à tel point qu'ils ont réussi à peser sur des choix comme le Brexit ou l'élection de Trump. Et là, je dirais que pour nous, en 2023, c'est quand même intéressant de devoir penser des objets complexes ou des objets ambigus. Mais si on ne le fait pas, si on veut simplifier, on se trompe. C'est-à-dire, la liberté, c'est toujours la capacité de se faire un espace dans un univers déterminé. Les lois de cet espace dans la séparation, c'est pas les mêmes que dans la connexion, disons, non? Et c'est là que nous devons construire aussi. Nous sommes toujours dans la même situation, la lutte pour notre liberté. Ouais. Ce qui change, c'est les paramètres, c'est-à-dire la manière d'avancer. Oui, je me souviens que j'avais posé une question à Julian Assange. Je lui avais dit, mais vous, quand vous publiez sur Wikileaks des informations sensibles, imaginons que, ça n'a pas été le cas, ça c'est de la désinformation, mais imaginons que ces informations mènent à des morts d'informateurs. Ce sont des coups montés. En réalité, on n'a pas pu tracer des morts de manière directe comme ça. Mais bon, imaginons que vous diffusez un secret militaire et que derrière, il y a des gens qui sont sanctionnés ou qui perdent la vie à cause de votre publication. Je dis, si vous faites une erreur, je dis, devant quelle instance vous vous sentez responsable ? Est-ce qu'il y a un tribunal ? Est-ce qu'il y a un pays ? Est-ce qu'il y a une instance ? Et réponse extrêmement intéressante, il me dit, il y a deux sortes de jeux, il dit en politique. Il y a des jeux dont les règles sont fixées dès le départ, notamment au sein des nations, et les règles du droit sont données dès le départ. Et il dit, et il y a des jeux émergents, comme celui auquel on est en train de jouer, où les règles ne sont pas stabilisées et elles vont dépendre de ce qui va se passer maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, je tente une action, il y a répression, je tente de proposer aux gens qui veulent être des lanceurs d'alerte un outil, c'est-à-dire une plateforme qui leur permet de publier anonymement ce qu'ils savent. Je tente ça, c'est un acte citoyen, je le fais par conviction, c'est dangereux, et je ne sais pas quelles seront les règles stabilisées qui vont émerger ou découler de cette action. Je trouve que c'est intéressant comme manière de penser les choses, c'est de se dire, tiens, il y a des jeux auxquels on commence à jouer et les règles vont apparaître en chemin. Qui s'incorpora? Qui s'incorpora?
Gràcies. Bona tarda. Jo estava pensant, aquí parlem de com no ser esclau del sistema. No sé exactament la definició de sistema, però normalment parlem de sistema econòmic, no? Aquí s'ha parlat recentment el capital en països comunistes gestionat, però sempre parlem de la relació del treballador envers de qui té el capital, sigui l'Estat o sigui privat. La tecnologia actual ens porta, des d'un punt de vista de producció, cada vegada més a través de la robòtica, és a dir, en principi cada vegada es necessitaran menys persones a produir en una cadena de muntatge o en una cadena de fabricació, i per l'altra banda ara estem visquent l'inici de la intel·ligència artificial. Aleshores, com serà el sistema a 15-20 anys? Alors, avant d'essayer de faire des pronostics, ce que j'appelle système, c'est assez précis. C'est deux choses. D'abord, une technostructure. Et la technostructure, ce sont des câbles, des fermes de stockage de données et des outils algorithmiques, des ordinateurs. Il y a une technostructure qui s'est mondialisée, qui s'est unifiée. Et cette technostructure, je trouve frappant de voir qu'elle est unifiée par une philosophie de l'action de type utilitariste partout dans le monde. Les gens peuvent avoir des croyances diverses, être pour les uns musulmans comme les Émirats arabes unis, bouddhistes ou dans des pays ou shintoïstes comme la Chine ou le Japon ou l'Inde. Mais au fond, cette technostructure a créé une formidable ou une incroyable homogénéité des comportements et des schémas d'action. Donc c'est ça que j'appelle le système. Vous me demandez maintenant ce qui va se passer avec l'intelligence artificielle. Eh bien, l'intelligence artificielle, il faut être un peu précis sur ce qu'on entend par là. Il y a une distinction conceptuelle simple à faire. Il y a ce qu'on appelle des intelligences artificielles faibles et des intelligences artificielles fortes. Une intelligence artificielle faible, c'est tout ce qui existe en termes d'intelligence artificielle, y compris ChatGPT. Pourquoi on dit que c'est faible ? C'est parce que ChatGPT génère des textes à partir de textes existants, Midjourney génère des images à partir d'images existantes, mais on pourrait parler de Deep Blue qui a battu Kasparov aux échecs. L'intelligence artificielle faible, en fait, fait de la computation, fait du calcul algorithmique. Elle n'est pas éveillée, elle n'a pas d'intention, elle n'a pas d'intentionnalité par rapport à nous. Ce qu'on appelle l'intelligence artificielle forte, ce serait une intelligence artificielle qui se serait éveillée, qui serait consciente et qui aurait des intentions par rapport aux humains. Ça, à l'heure actuelle, ça n'existe pas, l'intelligence artificielle forte. Alors, faible, c'est peut-être pas le bon mot, parce qu'on voit que l'intelligence artificielle faible fait des choses assez prodigieuses en termes de gestion des flux, mais on n'a que des intelligences artificielles faibles. Autrement dit, ce que j'ai tendance à penser, c'est qu'à chaque fois qu'apparaît un progrès dans le monde de l'intelligence artificielle, les gens se disent, ça y est, on a basculé. La singularité, pour ceux qui s'intéressent à ces questions, la singularité technologique, c'est le terme qu'avait inventé un auteur de science-fiction qui s'appelle Vernor Vinge, est apparu. On a l'intelligence artificielle forte et nous, humains, on va être dépossédés. On va entrer dans un monde post-humain parce que le jour où il y aura une intelligence artificielle forte, c'est elle qui va décider de la suite des événements. Mettons qu'elle se renseigne sur le climat et qu'elle se dise que c'est pas possible, elle pourrait déclencher, elle pourrait assembler, elle pourrait coder, par exemple, des logiciels dangereux sur le darknet et les assembler au dernier moment pour programmer par destruction de centrales nucléaires, je sais pas, je dis n'importe quoi, la mort de milliards d'êtres humains pour ramener la démographie à un seuil compatible avec... Vous voyez, c'est ce fantasme-là d'une intelligence artificielle forte qui viendrait nous faire un mauvais coup. Ben ça, je crois que c'est un fantasme. Donc moi, je pense que dans 15 ans, on n'aura pas d'intelligence artificielle dite forte, pas d'intelligence artificielle dotée d'intention ou éveillée ou consciente, mais qu'on va poursuivre avec les intelligences artificielles faibles. Et qu'est-ce qu'elles font, les intelligences artificielles faibles ? Elles optimisent notre gestion des ressources. Que fait ChatGPT ?
Moi, je n'utilise pas de ChatGPT. Je vais vous dire. Comme journaliste, j'en utilise une produite par OpenAI. Et vous allez comprendre ce que c'est pour moi l'intelligence artificielle. C'est super, ça s'appelle MacWhisper. Je ne vais pas cracher dessus. Si je fais un entretien avec quelqu'un, avant il me fallait 3 fois le temps de l'entretien pour retranscrire, 1 heure d'entretien, 3 heures de retranscription. Aujourd'hui, MacWhisper, sans aucune déperdition, retranscrit gratuitement la totalité de l'entretien en une demi-heure. Ça me permet de faire plus d'entretiens. En fait, pour moi, c'est un outil. Et je me méfie. J'espère que vous avez compris une chose, je suis peut-être allé vite, je ne suis pas technophobe. J'espère que vous avez compris ça. Je m'intéresse à la technologie. Je suis ni technophile ni technophobe. Pour moi, l'outil, il est encore entre nos mains. Voilà. Il est encore entre nos mains. Par contre, se renseigner sur l'outil, c'est ce qui nous permet de rester en position de maître de l'outil. C'est-à-dire de ne pas se faire aliéner par l'outil. Hola, moltes gràcies, ha estat molt interessant i molt actual. Jo voldria agafar dues coses. Per un costat, el Josep al començament situava la nostra època de joventut quan teníem l'estat del benestar, que no sé per què, potser per la mateixa joventut li donem un aspecte positiu. Ara penso que encara dura el neoliberalisme, que li donem un toc negatiu, estaria d'acord. La primera línia de pregunta és: planteges una situació més positiva de cara al futur en aquesta proposta teva de post-totalitarisme? No ho sé, si vas per aquí. L'altre aspecte seria en relació a la tècnica. Quan has presentat la teva intervenció has dit que la tècnica no era neutra. Ara acabes de dir que no ets ni tecnòfob ni tecnòfil. Jo sí que penso que la tècnica o la ciència és neutra. L'ús que se'n fa, i no cal posar exemples d'atòmics ni d'altres més moderns, per veure que la ciència o la tècnica es pot utilitzar per a bé o per a mal. Però des del punt de vista de la utilitat, la ciència és absolutament, o la tècnica és absolutament útil. On està l'equilibri? Per mi també l'has apuntat, però sembla que no l'acabem de refermar, en el sentit que la tècnica, la ciència o el mateix sistema es torna egoista, és negatiu. Jo ja heu citat Foucault i tota la tropa, a mi només em falta citar a Levinas. Vull dir, en la mesura que utilitzem les coses respectant a l'altre, potser la cosa canviaria. L'altre pot ser o el planeta, o el públic, o els companys de feina, o com tu deies, el director de la fàbrica que cuida els seus empleats. En síntesi, estem davant d'una possible etapa optimista, tal com tu la planteges? La tècnica ens pot alliberar en aquest proper futur? Alors c'est une question qui est très riche. Je vais répondre sur 2 points. Il y a un point qui demande éclaircissement, effectivement, c'est cette histoire technophile, technophobe, je suis allé trop vite. Ce qui m'irrite souvent dans la posture des philosophes vis-à-vis des objets technologiques, c'est que soit ils les ignorent, ils ne s'en occupent pas, soit ils se demandent, enfin leur sujet c'est de savoir si on doit être pour ou contre. Mais imaginez que des intellectuels ou des philosophes au XIXe siècle, quand on procédait à l'électrification des grandes villes, se soient réunis pour faire des conférences sérieuses comme ce soir, pour discuter alors est-ce qu'on est pour ou contre l'électricité dans les villes. Moi je soutiens qu'ils auraient perdu leur temps. Ils auraient gagné leur temps, au contraire, s'ils s'étaient dit bon, ok, ça va avoir lieu, on est en train d'électrifier les villes. Pour l'humanité, qu'est-ce que ça va changer? Ça va changer le fait qu'on va créer des milieux dans lesquels on peut travailler 24 heures sur 24, dans lesquels la nuit n'a plus la même pression, dans lesquels les activités sociales peuvent continuer quand il fait nuit, alors que l'humanité jusque-là a vécu sur le cycle circadien, sur le cycle jour-nuit. Et ça demande notre défi à nous,
En gros, notre boulot, si on fait des sciences sociales ou des sciences humaines ou de la philosophie, ça devrait être d'essayer de comprendre, en fait. C'est-à-dire de ne pas se dire est-ce que je suis pour ou est-ce que je suis contre, mais simplement d'essayer de comprendre ce qui se passe. C'est déjà pas mal de faire un travail de compréhension. Ça m'amène à préciser sur le mot neutre, c'est peut-être un peu malheureux, ma pensée. C'est simplement que la neutralité ici dont je parle, c'est une neutralité axiologique. Moi, je pense qu'il ne faut pas être a priori contre une technologie parce qu'elle est nouvelle, par exemple. Que c'est vain. Ou d'être contre l'ère de la technique parce qu'elle serait déshumanisante en elle-même. Je trouve que c'est faire un procès beaucoup trop vaste et beaucoup trop large. Donc c'est ça que j'entends par ouvrir son regard et essayer de travailler à la compréhension de ce qui se passe. Et d'ailleurs, moi j'ai essayé de le faire à la fois de façon sur le terrain, je veux dire comme journaliste, en faisant des enquêtes dans la Silicon Valley, en allant voir Julian Assange, c'est-à-dire en allant voir les acteurs de la technologie, en discutant avec eux, et puis de manière plus théorique, comme je l'ai fait là ou dans le livre, en proposant un petit modèle de compréhension, un tableau de la modernité connectée. Mais si vous voulez, mon effort à moi, c'est de vraiment donner les outils de compréhension et pas de juger. Voilà. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'est-ce qu'on dit à la jeunesse ? Pour moi, c'est assez clair. Hein, c'est la proposition. Je trouve que cette histoire de post-utilitarisme, c'est assez maniable quand on sort des études. C'est-à-dire de dire aux jeunes, aux étudiants, tu sais, oui, tu vas devoir aller travailler pour une grande boîte. Elle sera peut-être pas une boîte marrante. Peut-être même certains d'entre vous vont travailler dans l'armement. Mais ça ne veut pas dire que vous allez perdre votre âme. Vous pouvez vous doter. Si vous avez un désir fort ou un idéal fort, vous pouvez le mettre comme un préalable à votre action et ne pas le renier. Et vous verrez que parfois, il faudra faire des choix un peu difficiles, mais ce sera une force sur le long terme. Ça va donner un sens à la vie, et puis ça donne envie de se lever le lundi matin, parce qu'on sait pourquoi on se bat. Voilà, donc vous voyez, c'est quelque chose d'assez simple. C'est peut-être plus difficile, ce saut dans le post-utilitarisme à faire si on a 45 ou 50 ans et qu'on a déjà beaucoup de compromis derrière soi. Mais il me semble que c'est une piste à indiquer pour éviter cette situation trop manichéenne dans laquelle se mettent souvent les jeunes, en se dire je dois tout refuser ou tout accepter. Non, en fait, vous ne devez pas tout accepter, mais vous ne devez pas non plus tout refuser. Vous pouvez faire votre chemin à vous. Voilà. Et par rapport à une intelligence artificielle, le fait qu'un être humain, on parlait des intelligences artificielles fortes, le fait qu'un être humain peut se donner à lui-même un idéal régulateur pour son action, c'est une sacrée différence avec un logiciel. Qu'est-ce qui reste à l'humain ? Il lui reste ça. Un grand merci pour l'intervention. Et en fait, ma question, c'est dans le post-utilitarisme, comment les jeunes, face aux algorithmes et aux intelligences artificielles faibles, se créent une idéologie, en fait. Parce que vous parlez d'idéologie, mais on est en perte de valeur. Et on est face à tous des algorithmes qui dictent un petit peu une manière de penser. Donc je ne sais pas très bien comment les jeunes leur donner en fait cette possibilité de ne pas être esclaves, mais sans donner des pistes claires pour ne pas tomber en fait dans une autre espèce d'esclavagisme dicté par les algorithmes et l'intelligence artificielle. En fait, ce que j'observe, moi, dans la situation de la jeune génération vis-à-vis de la connexion, et du web, des outils qui sont à disposition, c'est que ça creuse les inégalités cognitives et sociales. J'entends par là que mes étudiants, à Sciences Po, à Paris, assez jeunes, ont la possibilité d'accéder très vite à de l'information de première qualité partout dans le monde. Ils s'intéressent à un sujet. Nous, on devait chercher la bibliothèque où il y avait la revue de recherche, la revue académique, où il y avait l'article qui nous intéressait. Mais en fait, il avait toujours été déchiré ou il manquait l'exemplaire. C'était hyper compliqué. Eux, à travers Gstore, à travers d'autres systèmes, ils ont accès directement au meilleur de la recherche. Quand ils se posent des questions, même au stade Master 1, Master 2, ils peuvent interroger un scientifique qui va parfois leur répondre sur leur domaine de recherche. Donc en fait, ils vont gagner un temps prodigieux et ils vont du coup être plutôt plus savants que ma génération au même âge.
En fait, ils vont pouvoir compulser énormément d'informations très rapidement et ils ont un moyen d'action démultiplié. Mais ce qui se passe, c'est que dans d'autres sphères sociales moins privilégiées que le lieu où j'enseigne, puisque c'est une grande école, la connexion va créer de la désocialisation à travers des addictions aux jeux vidéo, la présence très forte des jeux vidéo dans l'existence, à travers des consommations qui peuvent être addictives de pornographie, de contenu pornographique, et à travers les théories du complot. Vous avez un cocktail là qui est dangereux parce que si vous êtes convaincu que des reptiliens, pour prendre une théorie délirante, que des reptiliens ont pris possession des organes du pouvoir sur toute la Terre, ou un peu moins délirante, que ce sont les Illuminati qui mènent les ficelles, ou le Club du siècle. Et en fait, vous avez une vision de la société. En fait, le problème, c'est pas tellement que vous croyez quelque chose qui est faux. Le problème, c'est que vous n'allez pas avoir envie de participer à la société telle qu'elle est. Vous pensez que le jeu est pipé d'avance, que les ficelles sont tirées par quelques personnes, et que tout est manipulé. Et donc, à ce moment-là, votre réflexe à vous, ce sera de vous mettre en retrait et dans la marge. Et ce qu'on voit, enfin moi, ce que je vois dans la jeunesse, c'est un creusement des inégalités. C'est pour ça que je disais creusement des inégalités cognitives et des inégalités sociales à travers la technologie. C'est un paradoxe, mais je pense qu'il faut y veiller un petit peu à ça et l'avoir en tête. Certains vont être propulsés, grosso modo, dans un jeu global, à travers leur maniement de l'anglais. Ils vont accéder au meilleur dans le domaine dans lequel ils veulent travailler. Et d'autres vont être un peu coulés par des idéologies délétères, par des sites parfois financés par la Russie ou par l'Iran, et vont être entraînés vers le bas dans une vision du monde qui peut être antisémite, qui va créer. Mais le drame, c'est pas seulement la fausseté. Le drame, c'est la haine qui est derrière. Le drame, c'est la désocialisation. Ouais. Bonsoir. D'emblée, au début de la conférence, vous avez eu l'honnêteté d'écarter toute la possibilité. Vous avez cité un philosophe en disant que vous n'étiez pas du tout d'accord avec lui lorsqu'il disait « il faut changer le système ». Il ne faut pas changer le système. Donc vous avez écarté dès le début cette possibilité. Ensuite, d'une façon d'ailleurs fort brillante, vous avez parlé de la transition, de ce changement que nous sommes en train de vivre depuis 1989, mais force est de nous apercevoir que beaucoup de gens sont malheureux. Et le titre de votre conférence a beaucoup à voir avec l'esclavage, avec la liberté. La liberté, c'est la capacité de dire non, quel que soit le prix à payer. C'est ça notre liberté. Lorsque vous dites... Si vous travaillez dans une entreprise d'armement, au fond, trouvez, ça ne vous plaît pas trop, mais trouvez d'autres intérêts comme les relations interpersonnelles avec le personnel. Je crois que c'est nier cette possibilité de liberté. J'aimerais que vous vous expliquiez à ce sujet. Oui, je vais répondre en deux temps. D'abord, je vais répondre sur la première partie de la question. Étant né en 75, je le rappelle, je fais partie d'une génération pour qui les formes traditionnelles de l'engagement politique, et je dirais il y en a trois, c'est-à-dire le parti politique, l'Église et le syndicat, ça ne fait plus tellement rêver. C'est-à-dire que je ne me suis pas reconnu, étudiant ou jeune homme, ni dans un parti, je ne me suis pas senti représenté en particulier par un parti, ni dans un syndicat, ni dans une église. Et donc, à partir de là, on a quand même un problème, c'est-à-dire qu'on se retrouve sans collectif évident pour agir. C'est pour ça que c'est une piste du faible. Enfin, c'est-à-dire la piste que je propose, le post-utilitarisme, c'est bizarre, je le sais. C'est parce que c'est comme se donner à soi-même une règle de vie sur fond d'un désenchantement vis-à-vis des formes politiques traditionnelles. Mais en fait, mon idée à moi, c'est que mon intuition, c'est que ce désenchantement ne me concerne pas seulement moi, mais qu'il est très partagé dans l'époque contemporaine et que les gens sont très désenchantés par rapport à ce qu'ont pu proposer les partis et les syndicats. Et donc, il faut bien proposer autre chose. Voilà. Donc, modestement et conscient des imperfections de ce que je propose une piste à travers ce post-utilitarisme. Les entreprises d'armement, il se trouve que typiquement, ça me permet de mettre en œuvre ma manière de penser. On pourrait se dire, position de principe,
ce serait mieux de vivre dans un monde où il n'y a pas d'armes. C'est vrai, ce serait mieux. Mais il se trouve qu'on vit dans un monde où il y a Poutine, et où il y a la Chine, qui a des ambitions assez fortes, et où il y a des terroristes. Et donc tout d'un coup, on se dit, ok, il faut des armes. Alors une fois qu'on a dit ça, il va falloir construire des armes, ne serait-ce que pour protéger ce en quoi on croit. La démocratie, par exemple. Il va falloir des armes. Une fois qu'on a dit ça, on commence à se dire, oui, mais alors il faut des gens pour travailler dans l'armement, et peut-être que ces gens-là ont des questions éthiques intéressantes à se poser. Par exemple, l'armement chimique. Vous le faites ou vous ne le faites pas? Je vais vous donner un exemple très concret sur lequel moi j'ai travaillé, parce que ces questions sont toujours, je les ai documentées en fait. Aujourd'hui, quand on construit un char, on peut mettre un système d'intelligence artificielle dans le char, avec des caméras et des capteurs qui tournent 24 heures sur 24, qui fonctionnent de nuit comme de jour, qui font que si les caméras perçoivent un danger létal sur le char, mettons un lance-roquette dirigé vers le char, la source du danger létal est pulvérisée par action de la machine, automatisée. On ne met pas l'homme dans la boucle, human in the loop. C'est comme ça c'est possible, on sait le faire. Aujourd'hui, la plupart des constructeurs de chars, en tout cas européens, laissent l'homme dans la boucle. C'est-à-dire qu'il y a une préconisation de tir qui est proposée à un humain à bord du char, et c'est lui qui appuie sur le bouton ou pas. La décision létale revient à l'humain. La responsabilité de l'acte létal revient à l'humain. Ça, c'est typiquement un débat d'éthique, mais pour moi, ça, c'est la véritable éthique. C'est-à-dire, parce que parler d'éthique, quand il n'y a pas mort d'homme, c'est une chose, mais là, on touche, et je pense que les gens qui travaillent dans l'armement, à un certain niveau, ont ces questions à se poser, que ce sont des questions difficiles, et qu'elles sont en fait assez passionnantes du point de vue philosophique. C'est pour ça que, vous voyez, c'est toujours le même système de ne pas rejeter dans le mal. Je pense qu'on a besoin d'armes et qu'on va en avoir besoin, vu les dynamiques actuelles. Et je préfère que certains types d'armes, celles où par exemple l'humain est dans la boucle, soient vendus plutôt que d'autres types où l'automatisation, où la décision létale serait automatisée. Ce sont des décisions démocratiques et des décisions éthiques en fait. Ho deixem aquí. Moltes gràcies. Merci beaucoup. Merci.